Il y a près d'un an, mourait Albert Memmi à Paris, quasi centenaire. En nous quittant, l'écrivain originaire de Tunis nous laissait un héritage qui n'était précédé d'aucun testament, ce qui s'appelle une œuvre. Et quelle œuvre? Des livres qui ont marqué des générations, La statue de sel, Agar, Portrait du colonisé, Portrait d'un juif, pour les plus connus, des livres dont l'empreinte est encore très forte aujourd'hui dans l'histoire des idées, et puis aussi des dizaines d'autres titres, notamment des essais et des livres de sociologie, parce qu'il était également sociologue, ce qui est moins connu. Et puis paraît à titre posthume, ces jours-ci, ce livre énorme, énorme, très lourd, des centaines de pages, j'allais dire des milliers de pages, oui, oui. Des milliers de pages, intitulé Les hypothèses infinies, un très beau titre, pour son journal. C'est le premier tome, 1936-1962, publié aux éditions du CNRS. Et je pense que c'est un honneur pour un éditeur de se lancer dans une pareille aventure. Pour en parler avec nous, Guy Dugas, qui est universitaire à Montpellier, spécialiste des littératures du Maghreb, et qui a consacré nombre de travaux à Memmi, un homme qu'il connaissait, qu'il fréquentait, qu'il aimait depuis 40 ans, et qu'il a fréquenté jusqu'à la fin de sa vie. Et également Alain Policard, politologue, chercheur associé à Sciences Po Paris, et qui publie L'inquiétante familiarité de la race, un livre sous-titré Décolonialisme, intersectionnalité et universalisme, publié aux éditions Le Bord de l'eau, et qui est un livre également qui parle aussi d'Albert Memmi, mais comment faire autrement sur un sujet pareil. Alors, je me tourne vers vous deux parce que j'aimerais qu'on commence ce débat sous l'angle de la dette. Et c'est vous, Alain Policard, qui m'en avez donné l'idée, puisque vous avez publié, à l'occasion de cette parution, un article dans Libération qui a été très commenté sur ce que nous devons à Albert Memmi. Et c'est si rare que des intellectuels français aient une reconnaissance de dette publique, parce qu'en général, ils pensent déchoir en reconnaissant leur dette. C'est si rare que votre article m'a donné envie de vous inviter pour en parler d'Albert Memmi notamment, et aussi de toutes les questions que vous abordez dans votre livre. Qu'est-ce que vous lui devez ? Beaucoup, beaucoup. J'ai découvert Albert Memmi avec la libération du Juif en 1966. C'est un ouvrage qui m'a énormément marqué. J'ai lu le portrait antérieur de 4 ans, vous me corrigez si je me trompe sur la chronologie, postérieurement à la libération du Juif, mais il y avait une théorisation de la condition juive qui m'avait paru extrêmement intéressante à l'époque où être sioniste me paraissait une solution parfaitement exploitable, parfaitement raisonnable, puisque Memmi disait dans ce livre, je résume à gros traits, les Juifs sont opprimés en tant que peuple, ils doivent se libérer en tant que peuple. Et je trouvais ça très cohérent. Et puis j'ai lu beaucoup d'autres livres et des romans, évidemment, Agar, La statue de sel, et ça a été pour moi une révélation aussi sur le plan littéraire. Moi, j'ai vraiment grandi intellectuellement avec Memmi, c'est un des auteurs qui m'a le plus influencé pendant très longtemps, et évidemment, en ce qui concerne, vous y avez fait allusion, la définition du racisme, la définition qu'il propose très tôt, en 64 dans la Nef, qui a été reprise par l'Encyclopédia Universaliste, est une définition qui, à mon sens, est quasiment indépassable. Alors, cette définition, vous la rappelez dans votre livre, de 1964. Albert Memmi disait « Le racisme est la valorisation généralisée et définitive de différences réelles ou imaginaires au profit de l'accusateur et au détriment de sa victime afin de justifier ses privilèges ou son agression ». Guy Dugas, est-ce que cette définition est toujours valable ou est-ce qu'elle est datée ? Je crois qu'elle est valable si on la replace dans une situation différente, et c'est ce que vous avez fait. Et je ne sais pas, je n'ai pas lu votre livre, hélas, pas encore, mais je le ferai. Mais j'ai lu votre article sur le décolonialisme, et vous proposez effectivement de revenir dans cet article à une définition plus, j'allais dire, humaniste, qui touche à l'humain, alors qu'on s'est orienté vers quelque chose de beaucoup plus institutionnalisé.
Alors, Guy Dugas, ce journal, bon, on va faire des allers-retours entre vos deux livres, parce qu'ils se répondent, hein, il y a des échos et de résonances, mais ce journal, Les Hypothèses Infinies, révèle un aspect de Memmi qui finalement est assez peu connu du grand public, qui en est resté à ses titres phares, et malgré le journal de guerre que vous avez publié il y a quelques années, le diariste en lui est peu connu. Il a commencé à 16 ans et demi. Le plus étonnant, peut-être... 15 ans et demi. 15 ans et demi. Ouais, il n'avait Encore pas mieux. 16 ans encore. Encore Ouais. mieux. Ouais. Le plus étonnant, peut-être, c'est qu'il faut quand même remettre dans le contexte de l'époque. 15 ans et demi, donc c'est un garçon qui vit dans un quartier misérable de Tunis, la Hara, et dans le ghetto, donc, d'une mère analphabète. Qu'est-ce qui fait que ce garçon décide de tenir un journal? Est-ce qu'à ce moment-là, il se projette déjà comme écrivain? Je crois qu'il s'est très tôt projeté comme écrivain. Il faut ajouter au portrait que vous venez de faire le fait qu'il n'a derrière lui que 7-8 années de français réellement. Hein. Et c'est aussi un journal d'apprentissage, car il se projette déjà comme écrivain. Il n'est pas très à l'aise, et on le serait évidemment moins, dans ce quartier, dans le milieu juif dans lequel il est né. Donc il se projette aussi vers autre chose, un ailleurs. Il ne sait pas encore ce que sera cet ailleurs. Et il a besoin d'instruments pour cela. Et le journal est aussi un journal d'exercice. On le voit s'exercer à des espèces de dictées. C'est d'abord cela au début. C'est un journal d'apprentissage, c'est un journal de laboratoire. Oui. Parce qu'il essaye des idées, des formules, des écritures, Oui. qu'on va retrouver parfois dans ses livres bien postérieurs. Absolument. C'est un journal de lecture aussi. Il note toutes ses lectures. Absolument. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'il commence par Blaise Pascal, les pensées. Ouais. Bon, les pensées Montaigne et Pascal. Montaigne et Pascal. Évidemment, ces livres appartiennent à tout le monde. Mais on a l'impression d'avoir affaire à un garçon, je ne dirais pas surdoué, mais quand même précoce. Ah, il est d'une intelligence, je crois, remarquable. Et aller chercher effectivement de telles lectures aussitôt, et puis il va passer très très rapidement à Freud, à des écrivains et des poètes anglais, Whitman. C'est tout à fait étonnant, au-delà des langues. Quand on sait qu'effectivement sa mère était analphabète, et il évoluait en judéo-arabe. Hein, il parlait Et donc judéo-arabe. chez lui, il n'y avait pas de livre. Et chez lui, il n'y avait pas de livre. Est-ce que c'était une famille pratiquante, religieuse? Les parents étaient pratiquants, religieux. Oui, oui, les parents étaient religieux, sans excès. Il a fréquenté l'école rabbinique d'ailleurs. Et il a fréquenté peu de temps l'école rabbinique avant son entrée à l'école de l'Alliance. Ah oui, avant lycée qui Carnot. est très importante, l'école de l'Alliance. C'est un enfant de l'Alliance. C'est un enfant de l'Alliance. Ça, on peut le dire. On parlait de dette tout à l'heure, et il a exprimé lui-même sa dette à l'égard de l'Alliance, hein, dans quelques textes. Le rôle de l'Alliance dans l'apprentissage du français est important, et même sans doute dans sa vocation, car il y avait à l'Alliance, et il a correspondu pendant très très longtemps avec un certain nombre d'instituteurs comme Rivel, Danon, qui étaient eux-mêmes des écrivains dans les années 20. Je pense que quand vous lirez son journal, vous y trouverez des choses qui vont nourrir votre réflexion, parce que par exemple, moi je ne l'ai pas découvert, mais en même temps ça m'a beaucoup appris là-dessus. Dans son journal, ce qui apparaît, c'est qu'il y a deux piliers dans l'imaginaire et dans l'univers de Memmi, c'est la peur et la honte. La peur et la honte. Et ça, je pense que par rapport à votre réflexion sur le racisme et tout ce qui se discute aujourd'hui autour de la notion de racisme est très important. Oui, donc je vais lire évidemment quand j'aurai un tout petit peu de temps, hein, parce que c'est tout de même extrêmement impressionnant. Mais la peur et la honte, oui, bien entendu, dans la condition de... Alors le mot fait débat, hein, mais dans la condition de racisé, car au fond, Memmi était un racisé. Oui, mais alors, pourquoi vous employez le mot? Alors, ça c'est un débat, effectivement. Alors pourquoi j'emploie le mot? D'abord parce que quand on étudie un courant de pensée, on utilise
éventuellement pour le critiquer, mais le vocabulaire de ceux qu'on analyse. La pensée décoloniale utilise le mot racisé. Alors, est-ce que, d'un point de vue performatif, on pourrait dire que c'est le mot qui crée la chose? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'en réalité, on décrit des faits en parlant de racisé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se vivent comme étant racisés. Alors, le mot racialisation n'est pas nouveau. Alors, on pourrait dire racialiser. Et raciser a une connotation théorique qui n'est pas exactement la même que racialiser, mais néanmoins, il y a des gens qui vivent des situations de stigmatisation et discrimination qui se considèrent comme racisés. Oui, alors, enfin, il l'a vu. Je crois que depuis très longtemps. c'est effectivement, pour reprendre votre remarque de tout à l'heure, le cas d'Albert Memmi, hein, il s'est toujours considéré comme racisé. Hein. Oui, toujours un peu à la lisière, il n'était jamais de... En fait, il me semble, mais vous me direz si je me trompe, qu'il y avait une certaine exaltation dans la condition de minoritaire, qu'on retrouve d'ailleurs, et son intérêt pour Freud n'est peut-être pas hasardeux. Chez Freud, il y a des passages où il montre l'intérêt qu'il y a intellectuellement, voire psychologiquement, à être dans la condition de minoritaire, c'est-à-dire d'avoir un recul critique par rapport à ce qui se passe, à ce qui se dit. Et c'est, à mon avis, très important, ce sentiment-là. Je crois que c'est Colette Fellouz qui dit il est toujours à la lisière, à Albert Memmi. Mais Guy Dugas, alors je suis frappé que vous avez dit tout à l'heure, Memmi se sentait racisé. Évidemment, il n'a jamais employé le mot. Non, bien sûr. Jamais. Bien sûr. Donc, la situation précède de longue date l'expression. Oui. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que dans votre livre, vous dites à un moment, vous employez le mot race avec des guillemets, et ensuite, vous dites dans une note en bas de page, maintenant j'enlève les guillemets, puisque les commentateurs qui utilisent ce mot-là n'emploient pas les guillemets. Mais pourquoi renoncer? Écoutez, là, en l'occurrence, les raisons que j'ai données ne sont pas forcément les meilleures. Et aujourd'hui, je dis des choses un peu différemment. Ah bon, le livre a été écrit en octobre, terminé en octobre 19. Oui, il y a eu beaucoup de choses depuis, il y a eu beaucoup de débats. Au fond, on peut parler de la race comme d'un champ d'études. Et alors, on l'utilise au singulier. Là où ça devient problématique, c'est lorsqu'on parle des races, parce que là, ce n'est plus du tout la race du sociologue, ce sont les races, éventuellement du raciste, parce que dès l'instant où il y a des races, il y a forcément hiérarchisation, catégorisation, essentialisation, et par conséquent, on est dans un vocabulaire racialisant, en l'occurrence. Oui, mais la race en tant que domaine d'étude, c'est comme le genre. Oui, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser la terminologie et la sémantique des gens que vous critiquez. Non, mais je me suis... À ce moment-là, il faut inventer. Non, mais et c'est une des qualités également, un des intérêts de l'œuvre de Memmi, que cette invention d'une terminologie nouvelle, par exemple à propos de la judéité, j'ai montré comment, dans une édition précédente, celle des portraits, jusqu'à son portrait d'un juif, il utilise le vieux mot connoté de juiverie, pour parler de la condition juive. Généralement, mot antisémite, oui. Et oui, à ce moment-là, on est en 1960, hein, quand même, quand il publie, quand il travaille sur le portrait d'un juif, et il utilise le mot des tarots, hein, qui est un mot de l'entre-deux-guerres, et mais c'est un mot extrêmement connoté. Du Moyen-Âge, hein, juiverie, oui. pour désigner le quartier. Oui, il y avait la rue des Juifs. Mais en même temps, il y a effectivement cet amalgame entre la condition, le quartier, d'où la nécessité qu'il a éprouvée à créer ces trois néologies, cette trilogie, judéité, judaïsme et judaïcité. Mais alors, Memmi n'est pas seulement un fabricant de néologismes, c'est aussi un fabricant de concepts. Absolument. Et hétérophobie. Oui, qui d'ailleurs... Il faut expliquer d'ailleurs ce que c'est. Oui, hétérophobie, le racisme ne serait qu'une catégorie de l'hétérophobie. L'hétérophobie serait quasiment, chez Memmi, une catégorie naturelle, qui exprimerait donc la crainte de l'autre, la méfiance, la distance à l'égard d'autre. On retombe sur la peur. Et le racisme serait, au sein de cet ensemble hétérophobie, une catégorie particulière qui serait, elle, peut-être éducable. C'est-à-dire qu'on pourrait, par l'action antiraciste, modifier ces comportements-là, alors que l'hétérophobie lui paraît une catégorie naturelle. On est naturellement hétérophobe, on n'est pas naturellement raciste. Encore qu'il y ait des mots de Memmi qui sont sur ce point-là, sur le caractère de naturalité du racisme, relativement ambigu. Il dit des choses peut-être un peu contradictoires.
Non, mais je voulais répondre plus précisément à votre question, pourquoi utiliser ce terme-là. En réalité, ce qui m'a interpellé, qui a été à l'origine du livre, c'est la réintroduction d'un vocabulaire, non pas de la race, parce que la race en tant que catégorie sociale d'exclusion et de meurtre, comme dit Colette Guillaumin, pour les sociologues, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'appartenir à une race pour être, précisément, on a du mal à ne pas le dire, pour être racisé. Mais ce qui s'est produit probablement plus récemment, peut-être au début du XXIe siècle, un peu avant aux États-Unis, c'est que le mot race a retrouvé, en quelque sorte, alors qu'on croyait avec les déclarations de l'UNESCO des années 50 qu'on en avait fini, un sens, je dirais, biogénétique. C'est-à-dire que le génome nous apprend des choses et décoder le génome pour être utile d'un point de vue que j'appelle, c'est un peu polémique peut-être, un racialisme antiraciste, qui consiste, si vous voulez, à soigner, par exemple, des maladies en connaissant un peu mieux le génome de celui qu'on soigne. Et on a trouvé à ce propos, ça a été un flop à mon avis, mais des médicaments susceptibles de soigner le bidil, notamment de soigner des maladies cardiovasculaires des Afro-Américains. Il y a un titre d'un livre qui s'appelle « Décoder la race pour plus de justice sociale », qui est un livre d'une Américaine qui s'appelle Catherine Bliss. L'idée, c'est que finalement, en apprenant des choses, on va arriver à être plus efficace dans la lutte contre la discrimination. C'est exactement le débat qu'on a sur la question des statistiques ethniques. Alors aujourd'hui, on estime que tout ce qui nous vient des États-Unis est critiquable sur ce plan-là, et notamment l'impact des cultural studies. Mais en fait, quand on remonte à l'origine des cultural studies... C'est pas les États-Unis. On trouve Memmi. Oui, bien sûr. On trouve Albert Memmi, qui est très souvent cité, d'ailleurs. Bien sûr. Oui. Donc, bon, à propos, Guy Dugas, j'ai un passage que je trouve curieux dans votre texte préliminaire. Vous dites, il a cette manie, Memmi, de se retourner sur son passé en permanence, sans cesse, ce qui est propre aux écrivains judéo-maghrébins. Enfin, c'est propre à beaucoup de gens. Sans doute, oui. C'est pas typique. Sans doute, mais bon, il y a renforcé. Vous appelez ça vous appelez ça le syndrome de Lot. Oui, mais, je me souviens plus de l'expression exactement. Mais oui, non, mais c'est renforcé par le sentiment d'exil. Hein, le sentiment d'exil, oui. Qui n'est pas propre, lui, à tous les écrivains. Oui. La plupart des écrivains judéo-maghrébins vivent en exil, ont le sentiment de vivre en exil. C'était aussi le cas de Memmi, d'où Le Scorpion. Alors, premier roman. Memmi c'est toujours défini comme un juif tunisien de langue française. Oui. Mais sa patrie, c'est sa langue. Oui, bien sûr, il y a cela également. Et il dit qu'écrire en français, ça l'a sauvé aussi. Alors, c'est un juif tunisien, ainsi qu'il se présente, mais on sait mal quel est son judaïsme. Lui, à un moment, dans son journal, il y a des notes. Il y a beaucoup de notes comme ça, télégraphiques parfois. Absolument. Parfois, c'est très écrit, mais très développé, mais parfois, c'est juste télégraphique. Il écrit, pour moi, le judaïsme, c'est une éthique. Est-ce qu'on peut, j'allais dire, le réduire à ça? Est-ce que ça va être son programme pendant toute sa vie? Ça ne le réduit pas, ça le grandit. Ça le grandit, c'est pour ça que je mets ça entre guillemets. Mais est-ce que il va en rester là pendant toute sa vie, ou bien est-ce que ça va évoluer? Oui, il va en rester là et se tenir éloigné. D'abord, la religion, ça n'a jamais été sa tasse de thé, si je puis dire. Donc, l'aspect judaïque, véritablement, même si la communauté juive tunisienne ne manque pas de me le dire à maintes occasions, oui, mais pour Pessah, pour telle ou telle fête, il était des nôtres, il allait à la synagogue, mais il s'est dit totalement dégagé de la religion et sa judéité, il la voyait essentiellement dans l'appartenance, la solidarité avec une communauté et un certain nombre de traditions, d'habitudes, de coutumes auxquelles il était très très attaché. Mais par exemple,
le titre que vous avez donné au journal, Les Oui. hypothèses infinies, qui est une expression à lui, Oui. qui est dans le journal. Absolument. C'est très beau sur un plan poétique, mais aussi, c'est ce que rappelle Albert Bensoussan dans l'article qu'il a consacré à Dans votre... Attendant Nadeau, oui. C'est aussi le Ein Sof des kabbalistes de Safed, Oui. c'est-à-dire le sans limite. Oui, oui, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Mais bon, j'ai choisi ce titre-là et on n'en avait pas parlé ensemble. Mais moi, j'estime qu'un journal doit avoir un titre et s'il y a 2 volumes, s'il y a 3 volumes, il y aura 2 ou 3 titres également différents. Mais ce n'était pas un mystique, en aucune façon. Malgré Non, cette non, allusion. ça n'est pas un mystique, mais il connaissait la Kabbale et il l'utilisait de temps en temps. Il y a des éléments kabbalistiques dans Le Scorpion, dans un roman comme Le Scorpion. Et si ce roman a été lu si difficilement, c'est d'une part parce qu'on avait pris avec Memmi, romancier, des habitudes d'autobiographie et de facilité de lecture avec Agar et avec la statue de sel, mais c'est aussi parce que Le Scorpion pose un certain nombre de problèmes philosophiques, également existentiels. L'exil est un des thèmes extrêmement profonds du Scorpion, il me semble, beaucoup plus travaillé que dans les 2 premiers romans. Oui, la philosophie, il y a un rapport de Memmi à la philosophie, Oui. même s'il a renoncé, d'ailleurs pour des raisons qui sont largement dues à la différence de milieu social, il a renoncé à passer, enfin il l'a passé, mais il a renoncé véritablement à poursuivre une carrière en devenant agrégé de philosophie. Ah oui, il a renoncé, présenté 3 fois. à page blanche. 3 fois, il a échoué 3 fois. Et ensuite, il a renoncé essentiellement suite à l'enseignement de la Sorbonne dans les années 40 qu'il trouvait désastreux. Hein. À juste titre. Et je ne sais pas qui est échappé. Moi, je rapproche la juidité de Memmi de celle de Zweig, si vous voulez. Zweig, il disait, c'est une phrase que je trouve magnifique, alors j'espère que je vais la citer correctement, mais il disait que être juif pour lui n'était ni pénible, ni objet d'enthousiasme. Il disait « je le ressens, comme je sens battre mon cœur lorsque j'y pense, et quand je n'y pense pas, je ne le ressens pas. » Donc, en réalité, c'était quelque chose de fondamental pour Zweig, comme pour Memmi, mais pas ostentatoire. Et son rapport à la religion me semble pouvoir aussi être interprété comme ça. Oui, qu'il y ait des moments de solidarité. Beaucoup de juifs qui sont totalement loin de la tradition vont à la synagogue le jour plutôt de Kippour que de Pessah, mais enfin, il est clair que ça n'était pas du tout une allégeance de quelque façon que ce soit à la croyance religieuse. Et dire que le judaïsme était pour lui une éthique, c'est un point de vue philosophique qui se défend parfaitement, même si un juif traditionnaliste, un juif communautaire traditionnaliste d'aujourd'hui ne dirait pas que c'est seulement une éthique, évidemment. Oui, il a exprimé tout cela dans le Portrait d'un juif et la libération du juif, et ça lui a valu d'ailleurs pas mal de critiques. De la communauté. Alors, vous connaissez bien l'un et l'autre la pensée de Memmi, vous avez travaillé sur ses écrits. À votre avis, sans parler à sa place, comment est-ce qu'il réagirait aujourd'hui à tous ces débats qui nous assaillent depuis 1 an ou 2 autour de la question de la race notamment? Lui qui a écrit quand même des livres fondateurs, des livres pionniers, comment est-ce qu'il réagirait? Est-ce que vous l'avez fréquenté à la fin de sa vie, notamment? On en a parlé. Hein. Quel était, on en parlait. Comment il jugeait l'évolution de cette société? D'abord, non, simplement, je voulais dire, je pense qu'il aurait été extrêmement critique à l'égard de la montée du culte des identités et des racines. Je pense, même si il se définissait comme juif tunisien, enfin français et juif tunisien, l'exaltation des racines lui est, à mon sens, vous me corrigez encore une fois, totalement étrangère. Donc il y a dans ce mouvement décolonial et dans tout ce qui l'entoure une volonté de retournement du stigmate qui aboutit finalement à vanter ses propres origines, être fier de là d'où on vient. Alors que là d'où on vient,
C'est largement dû au hasard, enfin c'est même uniquement dû au hasard. On n'y est pour rien. On n'y est pour rien. Hein. Donc on peut être fier de ce qu'on a accompli, mais pas fier du hasard de la naissance. Et je pense qu'il aurait été assez proche de ça. Il était essentiellement désemparé ces dernières années, bien que le débat n'en soit pas encore arrivé là où on en est maintenant, par une sorte de malentendu qui s'était creusé entre lui et le monde arabe. Ah oui. Un malentendu déjà ancien que j'ai senti monter. Et encore, bon, il était plus ou moins, ces dernières années, il était plus ou moins immobilisé. En tout cas, il ne bougeait guère de Paris. Il ressentait moins sur le terrain ce que je pouvais ressentir, moi, de mon côté. J'ai évité, évidemment, de lui dire tout le temps ce qu'il en était, mais par exemple, il y a un cas flagrant, un exemple précis qui est celui des années 2006 ou 2007, c'est-à-dire le cinquantenaire de Portrait du colonisé, et il rêvait que cet essai, ce portrait, soit traduit en arabe dans un des pays du Maghreb. Et donc un beau jour, moi je reviens d'un salon du livre à Alger, et à Alger, je tombe sur une collection qui s'appelle Les Voix de l'anticolonialisme, dans laquelle il y a le portrait du colonisé de Memmi, sans la préface de Sartre, mais remplacé par une préface du président Bouteflika. Alors je ramène 7 ou 8 exemplaires à Paris et je lui dis, petit cachotier, vous ne m'aviez pas dit. Il ne savait pas. Et il m'a dit, non, je ne savais pas, ni moi ni Gallimard. Mais le pire, c'est que cette préface de Bouteflika était assez piquante et faisait le grief habituel aux Juifs du Maghreb d'avoir quitté leur pays, d'avoir tourné le dos à leurs racines, enfin, etc. Évidemment, ça l'a rendu furieux, Memmi. Et il me dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il me dit, on va faire un procès. Je lui dis, vous allez faire un procès au président Bouteflika? Alors, parlez-en à Gallimard avant. Évidemment, il en a parlé à Gallimard. Gallimard s'est défaussé complètement. Et je lui ai dit, tout ce que vous pouvez faire, faites-lui une belle lettre, et il vous répondra sans doute. Et effectivement, il y a eu un échange de lettres qui a été publié dans le dernier numéro de la revue Apulée, en mars 2020, où Memmi dit, mais il tente de se justifier, évidemment, du reproche qui lui est fait d'avoir quitté la Tunisie, et Bouteflika lui répond, évidemment, en termes très diplomatiques, en lui disant qu'il invitait au prochain salon du livre à Alger, qu'il prendrait lui-même en charge, enfin, etc. Bon, ça n'est resté là. Mais je crois qu'il y a oui, ce divorce avec la Tunisie, avec le Maghreb, le monde arabe, lui a beaucoup coûté. Il y a tout de même quelque chose à ce sujet, sans rien du tout nuancé de ce que vous venez de dire. Il y a tout de même eu un hommage à la Bibliothèque nationale de Tunis, oui, consacré à l'œuvre de Memmi, avec une très grande majorité d'intellectuels arabes. Oui, oui, bien sûr. C'était quand, tunisien. Oui, tunisien, absolument. C'était quand? C'était en juin ou juillet, oui, peu de temps après sa mort, 2020. Et il y a un petit livret, je ne l'ai pas vu encore, mais il y a un petit livret qui a été publié. Oui, moi je le possède, je peux vous l'envoyer. Ah oui? Oui. Alain Policart, vous faites l'état des lieux finalement du débat aujourd'hui autour de la race, l'identité, et finalement, on a l'impression qu'on est pris en étau dans un débat binaire, dans une alternative binaire entre d'un côté le communautarisme et de l'autre l'universalisme. Mais vous indiquez finalement une troisième voie, c'est-à-dire une sorte de cosmopolitique. Est-ce que vous pouvez dire comment vous l'imaginez, et aussi est-ce que Albert Memmi s'y retrouverait éventuellement? Ah ça, c'est difficile de parler pour lui, mais ça ne me surprendrait pas qu'il se retrouve dans une vision cosmopolitique.
La vision cosmopolitique, elle n'est pas en opposition avec l'universalisme, mais avec un certain type d'universalisme, c'est-à-dire précisément un universalisme colonialiste, enfin du moins un universalisme qui a servi à justifier la conquête coloniale, universalisme de surplomb, assimilateur. Il est évident que l'universalisme se prête à plusieurs interprétations. C'est un mot, comme beaucoup de mots conceptuels, très polysémique. Oui, mais c'est un héritage des Lumières avant tout. Alors, oui, certes, mais c'est aussi au nom de l'universalisme de Lumière qu'on a justifié la mission civilisatrice des empires coloniaux. Oui. Ce qu'il faut, je crois, c'est refonder les Lumières. C'est le titre quasi approximatif d'un livre de Corinne Pelluchon. Il s'agit de repenser tout ça. Je viens de terminer moi-même un ouvrage qui s'appelle « Universalisme en procès ». Il est clair qu'il faut trouver une solution pour que l'universalisme puisse être un idéal pour ceux qui le rejettent au nom de ce qu'ils ont subi dans leur histoire, qui est celle de la colonisation, voire de l'esclavage pour un certain nombre de pays. Et l'universalisme doit devenir un idéal attractif. C'est extrêmement exigeant. Et le cosmopolitisme, pour répondre à votre question, qu'est-ce que c'est au fond? C'est une théorie de la justice globale. Voilà comment je l'interprète. Et de l'égalité. Et de l'égalité. Oui, parce que c'est avant tout l'importance du cosmopolitisme, c'est qu'il s'adresse aux individus. C'est-à-dire qu'en réalité, il s'agit non pas de raisonner en termes d'identité collective, mais en termes d'individualisme éthique, si j'ose dire. C'est les individus qui sont les sujets du cosmopolitisme. Ainsi défini, aucun doute, il même serait d'accord. Lui qui voulait placer l'homme au centre des... Voilà. Mais est-ce qu'il aurait, comme vous, déploré qu'aujourd'hui, la lutte des races se substitue à la lutte des classes? Je pense qu'il l'aurait déploré, mais le problème est de savoir si véritablement on peut être d'accord sur ce constat. Ça, c'est vraiment le débat tel qu'il a été présenté, notamment par certains auteurs ou certains hommes politiques. Valls est le premier à avoir dit ça, je crois, dans le contexte récent. Des auteurs très estimables, enfin que personnellement j'estime beaucoup, comme Noiriel et Beau, à mon avis, grossissent le trait. Il n'y a pas véritablement d'opposition, puisque lorsque l'on est discriminé d'un point de vue social et qu'on appartient à une catégorie raciale qui l'est aussi, il y a cumul de discrimination. C'est pour ça que je ne suis pas aussi critique que... Déjà, cette notion de lutte des classes était discutée par Memmi, puisque justement, dans son portrait du colonisé, il ajoute bien d'autres facteurs à la nécessité des décolonisations que le simple constat d'une lutte des classes qui était... le constat fait par la gauche, globalement, et notamment par les partis communistes, et c'est ce qui l'a éloigné en grande partie aussi du politique, car Memmi s'est plus éloigné encore du politique que du philosophique, par exemple. Oui, incontestablement. Il y a néanmoins chez lui, et c'est pour ça qu'il a été catégorisé comme marxiste, à mon avis, il y a quand même chez lui une tentation de considérer que les discriminations à base économique, dans sa définition, on parle notamment de justifier des privilèges, jouent un rôle extrêmement important et qu'au fond, il est plus descriptif dans sa définition de ce qu'est le racisme colonial, un racisme d'exploitation, paradoxalement d'ailleurs, que du racisme génocidaire. C'est-à-dire qu'en fait, le racisme doit servir à légitimer un privilège, justifier l'agression, et en dehors de ça, comment le pense-t-on, si j'ose dire? Or, la Shoah, ce n'est pas un racisme d'exploitation. Oui. Son marxisme est un marxisme de formation et de point de départ. Mais le journal montre, c'est un des avantages justement de travailler sur une telle durée et avec un tel volume de matière, montre une évolution. Et son évolution, dès les années 60, va le porter vers une gauche beaucoup moins marxiste et le Club du Faubourg, Jacques Nantais, etc. Voilà. Oui. Non, mais son attention aux questions de domination et de dépendance l'aurait certainement rendu
Et là, certainement rendu dans ces derniers moments sensible malgré tout à ce qui s'exprime dans les revendications liées par exemple à la mort de George Floyd. Il y a quelque chose là d'universel. À mon avis, il n'aurait pas été en retrait par rapport à ça. Non. Eh bien, merci. Alors, je rappelle que ce très beau livre est très important aussi, d'Albert Memmi, Les hypothèses infinies, et son journal des années 1936-1962, et donc un deuxième volume. Deuxième volume va arriver oui. 2022, je ne sais pas. Mon éditeur a également ce mérite de me laisser le temps de travailler là-dessus, et il y a de la matière parce que les années 60 pour Memmi sont des années capitales, avec notamment les conflits israélo-arabes. On n'en a pas parlé, mais pas vraiment, je crois que c'est une question qui empoisonne le postcolonial au Maghreb, dans le monde arabe, cette question de la présence d'Israël. Il n'aurait pas été juif sioniste, du moins théoriquement. Il aurait certainement été reconnu comme un théoricien plus important aux yeux de ceux qui revendiquent la décolonialité ou le décolonialisme. Quoique c'est en train de changer un petit peu. C'est en train de changer un petit peu, sans doute. C'est en train de changer, mais je suis frappé de voir que dans beaucoup de colloques, les jeunes générations ne connaissent pas la définition du racisme de Memmi. Beaucoup d'entre eux ne la connaissent pas. Et je pense que c'est une des explications. Vous en avez donné une autre. C'est que Memmi est un réformiste et non pas un révolutionnaire. Absolument. Et Alain Policar, donc votre livre, L'inquiétante familiarité de la race, je ne sais pas si un deuxième volume est prévu. L'universalisme en procès, ça forme une sorte de diptyque, effectivement, avec un infléchissement tout de même qui n'ira peut-être pas dans le sens de ce que vous me reprochez. On en reparlera. Merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup.